et bienvenue aux premières séances du camp de carrière 2021 avec le titre de Si j'avais su au début de ma carrière. Je suis Joshua Frame, le président national du Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Je tiens d'abord à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe-Algonquin. C'est les terres que je vous joins d'eux, mais je pense que nos participants et puis nos panélistes nous joignent des territoires différents, traditionnels, des peuples différents des indigènes du Canada. Alors aujourd'hui, avec cette séance, quand ça progresse, tu peux utiliser le fonction Q&A, c'est la fonction questions et réponses pour demander les questions à les panélistes. Et puis utiliser la fonction chat si vous voulez ajouter un commentaire sur cette séance ou interacter avec les autres participants. Aujourd'hui, nous avons Isabelle Landry-Saunier qui modère le panel de discussion. Isabelle s'est jointe à l'équipe du Bureau régional de l'Atlantique à la Direction générale des politiques et des communications du Commissariat aux langues officielles en septembre 2013. Isabelle s'engage activement au sein de la communauté nationale des gestionnaires du Nouveau-Brunswick et est également une ambassadrice des outils GC. Alors, bonjour Isabelle, et je vais vous donner la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Josh. Merci. Bon matin tout le monde, où que vous soyez branchés d'est en ouest au Canada. Ça me fait le plus grand des plaisirs et un très grand privilège de vous accueillir ce matin. Alors, je m'appelle Isabelle, comme Josh l'a mentionné, et je travaille au Commissariat aux langues officielles du Canada dans la belle région de l'Atlantique. Et donc, un peu comme Josh, moi aussi, j'aimerais reconnaître que les territoires sur lesquels je me trouve sont les territoires traditionnels non cédés du peuple Mi'kmaq. Et donc, je saisis l'occasion de vous inviter à avoir cette réflexion-là et de reconnaître que peu importe où vous êtes en ce moment au Canada, vous êtes aussi sur des territoires, des terres non cédées, des différents peuples qui se trouvent d'est en ouest un peu partout dans le pays. Donc, ce matin, j'ai le grand bonheur et le privilège d'animer cette session qui s'intitule « Si j'avais su au début de ma carrière ». Ça, c'était tout un grand thème pour démarrer ce camp de carrière virtuel 2021 du Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux du Canada. Et puis donc, je vais avoir l'occasion ce matin de vous présenter. En fait, je vais les laisser se présenter, si vous voulez bien, à tour de rôle, très rapidement, nos panélistes invités avec qui vous allez avoir l'occasion de découvrir plein de belles choses par rapport à leur parcours de carrière. Je dis rapidement parce que vous aurez l'occasion de les entendre, oui, mais si vous voulez aussi consulter leur biographie, sachez que c'est disponible en format virtuel via cette plateforme-là qui vous est rendue disponible finalement dans le cadre du camp de carrière. Donc, sans plus tarder, et je pense que si je me fie à mes notes ce matin, l'heureuse élue, celle qui va se présenter en tout premier, c'est Madame Arita, je pense. Alors, Madame Arita Constant, bonjour, bon matin. Je vous laisse quelques petites secondes pour vous présenter. Bonjour Isabelle et bonne matinée tout le monde. Je m'appelle Aretha et je suis directrice à Service Canada dans la région de l'Ontario. Plus précisément, je suis la directrice de la Direction générale des services de gestion. J'ai commencé ma carrière dans la fonction publique en tant qu'étudiante dans le cadre de programme fédéral d'expérience de travail étudiant. J'ai eu le privilège de travailler à l'échelle nationale, régionale et locale de l'organisation. Dans ma vie professionnelle, j'aime beaucoup le sport. Je prends un part actif dans les activités sportives de mes enfants. Fait intéressant me concernant, je n'ai jamais eu l'intention de devenir fonctionnaire fédéral. J'ai fait les études pour devenir enseignante de français et maintenant, 23 ans plus tard, je prévois de prendre ma retraite de la fonction publique éventuellement. Merci beaucoup, Rita. C'est un fait très intéressant, en effet. On aura peut-être l'occasion d'en discuter tout à l'heure lors de la période des questions. Merci infiniment. Alors, j'aimerais ensuite vous présenter M. André Latreille. C'est à votre tour. Merci beaucoup. Et merci pour l'invitation de participer à cet événement-là. Et en passant, moi, je suis sur des territoires non cédés du peuple algonquin également. Alors, dans mon cas, vous allez entendre différentes choses ce matin. J'ai commencé ma carrière comme réceptionniste pendant que j'étais étudiant à l'Université d'Ottawa. Je travaillais pour un ministre et je répondais au téléphone de soir. Alors, j'avais besoin d'un petit boulot pour payer mes études.
Et puis, 35 ans plus tard, je viens de prendre ma retraite il y a un mois. Je me suis aperçu que les choses ont vite été. C'est incroyable comment, quand tu aimes ton travail, tu aimes ton environnement, tu aimes les gens avec qui tu travailles, comment ça va vite. Et c'est un peu ça, j'espère, que vous êtes capable d'entendre ce matin. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous d'être là, André. Ça nous fait plaisir. Et sur ces sages paroles, d'ailleurs, félicitations pour une retraite bien méritée. Sur ces sages paroles, j'aimerais vous présenter notre troisième panéliste, Maude Laporte-Roy. Oui, bonjour. Alors, moi, je suis agente libre au programme des agents libres du Canada. Je ne vais pas répéter ce qui se trouve déjà dans ma biographie. Vous aurez l'occasion d'aller la lire. Elle est très courte. Je vais simplement mentionner que, donc, des choses qui n'apparaissent pas dans ma biographie, que je suis créatrice des Jeux du gouvernement, et un événement qui a commencé l'an dernier, qui est basé sur les piliers d'au-delà 2020 et puis qui est une occasion pour les jeunes professionnels d'amener des solutions novatrices à des problèmes horizontaux. J'ai été aussi récemment élue le coprésidente du réseau de jeunes professionnels de la région de la Capitale-Nationale. Alors, je serai, espérons, la voix des jeunes professionnels aujourd'hui dans ce panel. Merci infiniment, Maud. Excellent. Donc, chers participantes et participants, vous voyez qu'au cours des prochaines minutes, vous allez être très choyés d'entendre de belles histoires très enrichissantes et des parcours professionnels très inspirants aussi de la part de nos trois panélistes ce matin. Et sans plus tarder, avant que, en fait, on peut débuter, puis je vois qu'il y a des discussions qui émanent justement de la boîte de clavardage. Je profite pour réitérer l'invitation. Joshua vous l'a mentionné en début de session. Donc, vous avez deux fenêtres essentiellement, l'une à l'intérieur de laquelle vous pouvez discuter entre vous et puis partager vos réflexions. Je vois qu'il y a déjà des gens qui sont en train de répondre aux questions. C'est extraordinaire. Alors, depuis combien de temps vous êtes à l'emploi de la fonction publique? C'est excellent. Vous avez aussi simultanément une boîte questions-réponses dans laquelle vous pouvez poser vos questions à l'intention des panélistes. Donc, à tout moment, vous êtes invité à le faire et puis on aura d'ailleurs une période de questions à la toute fin au cours de laquelle les panélistes se feront un grand plaisir de répondre à vos questions. Donc, l'heureuse élue ce matin, celle qui va démarrer le bal, c'est Maude. Et Maude, en fait, je vais poser la même question aux trois panélistes, mais tour à tour auront l'occasion d'y répondre. Et la toute première question, c'est une grande question. On pourrait être ici pour mal pour toute la journée, je pense, pour y répondre. Alors, qu'est-ce qui vous a, Maude, le plus surpris dans votre carrière dans la fonction publique fédérale jusqu'à maintenant? C'est effectivement une grande question et j'ai plusieurs choses, mais je vais quand même me limiter pour laisser le temps à mes collègues d'en parler. La première chose qui m'a vraiment surprise à mon arrivée, c'est la variété et la diversité des emplois au gouvernement. J'ai été évaluatrice de langue seconde et j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui faisaient toutes sortes d'emplois et qui me parlaient de leur emploi. Et au gouvernement, il y a des carrières qui passent de bûcheron à analyste politique, mécanicien d'avion, biologiste marin. Il y a toutes sortes d'emplois qui se trouvent au gouvernement qu'on estimerait ou qu'on ne penserait même pas qui existent. Donc, c'est vraiment fascinant comment on peut occuper différents postes, faire des emplois complètement différents au sein d'un même employeur. Sans parler aussi des différents ministères qui arrivent tous avec une culture organisationnelle complètement différente. Donc, être fonctionnaire fédéral, ça veut dire qu'on peut faire une variété de choses à travers une variété d'organisations qui ont toutes différentes cultures. Pour moi, ça, c'est vraiment la chose qui m'a non seulement le plus surpris, mais qui m'a le plus plu quand j'ai réalisé ça. Une autre chose qui m'a vraiment surpris, c'est la façon dont j'ai l'impression que mes employeurs investissent en moi autant que j'investis dans mon travail. Les opportunités de développement professionnel sont très grandes, puis non seulement on est soutenu dans notre développement professionnel, mais on est encouragé. Et ça a vraiment été mon expérience depuis le début de ma carrière au gouvernement et je pense que ça vaut de l'or. Donc, si je vais me limiter à ces deux choses-là pour laisser l'occasion à mes collègues de répondre, mais ça me fera plaisir d'en discuter plus. Merci infiniment, Maud. Alors, on retient, oui, effectivement, cette grande variété et ce soutien-là de la part de notre employeur. C'est excellent. Merci beaucoup. En fait, j'ai le goût de peut-être passer le micro maintenant à André. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter en lien avec ça? Je suis certaine, fort de votre expérience de 35 ans au sein de la fonction publique, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou surpris lors de votre carrière? OK, merci. En fait, je dois dire, c'est plate de passer après notre
notre invité, notre panéliste juste avant, parce que j'avais un peu la même approche par rapport à cette diversité-là, de la multitude des carrières. Mais de façon plus personnelle, c'est vrai qu'il y a des traducteurs, des comptables, des ingénieurs, des architectes, des médecins, des pilotes d'avion, etc. Mais quand on prend sa carrière en main, ce qui est bien, c'est que tu as cette panoplie d'options-là qui se présente aussi pour toi, pour ta propre carrière. Alors, tu sais, tu peux faire quelques années dans la gestion de programme, puis tu peux faire le saut après ça, tu sais, dans les communications, tu peux faire le saut après dans les ressources humaines, tu peux faire le saut dans l'élaboration de politique, dans la vérification, peu importe. L'important, c'est que quand tu bâtis ta carrière, tu bâtis tes compétences. Tes connaissances, ça, c'est sûr, tu vas les accumuler, mais tes compétences, c'est ce que tu vas pouvoir mettre dans ton coffre à outils et être capable d'amener d'un emploi à l'autre. Et ça, c'est ce qui va te permettre d'être prêt pour prendre d'autres défis. Les connaissances, tu vas les apprendre, mais tu arrives préparé pour autre chose. Et ça, c'est la valeur ajustée que tu amènes aussi pour les autres emplois que tu occuperas dans la fonction publique. Et les gens qui sont curieux, qui ont cette ambition-là de toucher à différents domaines, vont avoir la chance de le faire. Alors, la fonction publique offre ça. C'est un beau buffet, puis c'est à nous de se servir essentiellement en fonction de nos intérêts et des opportunités qui se présentent au fur et à mesure. Quand on gère bien sa carrière et quand on est bon pour la corporation est bonne pour nous. Moi, c'est une des leçons que j'ai apprises de ces années-là au sein de la fonction publique. Merci, André. Je trouve ça très intéressant que vous dites prendre votre carrière en main, d'ajouter ça dans votre coffre à outils, parce que je me penche dans la boîte de discussion et je vois qu'il y a plusieurs personnes. Évidemment, on est nombreuses branchées ce matin, mais je vois qu'il y a des gens et ça varie vraiment de « je suis là depuis 6 mois et je suis là depuis 26 ans ». Alors, il y a vraiment de tout pour tous. Puis, je pense que ces sages conseils-là pourront résonner chez plusieurs personnes qui sont branchées ce matin. Donc, on prend des bonnes notes de tout ça. Merci, André. Excellent. On voit qu'on a beaucoup de gens qui sont jeunes de cœur. Hein? Tout à fait, exactement. Il y a des jeunes de cœur, des jeunes sur pattes. On aime ça, on aime tout ça. On va y revenir justement à vos précieux conseils tout à l'heure. Rita, j'aimerais également vous entendre de votre côté. Donc, on a entendu André et Maud se prononcer là-dessus. Selon vous, ça a été quoi qui vous a le plus surpris jusqu'à présent dans votre carrière au sein de la fonction publique fédérale? Oui, merci Isa. Et similaire à André et Maud, que les possibilités sont infinies. Nous sommes un employeur de choix et nous avons tant à offrir en matière d'avantages sociaux, de rémunération et aussi d'éducation. Aussi que j'ai pu avoir une carrière diversifiée, stimulante et enrichissante en ne travaillant que pour un employeur, c'était la fonction publique fédérale. Personnellement, j'ai travaillé pour 2 ministères et j'ai été affectée une fois auprès d'un organisme sans but lucratif dans le cadre d'un programme d'échange. Mais mes postes ont été excitants, variés et mes expériences ont été significatives et enrichissantes. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités professionnelles et d'occasions d'apprendre et aussi de se perfectionner. Merci beaucoup, Rita. Ce que j'aime beaucoup de vos 3 interventions, c'est qu'il semble avoir ce dénominateur commun-là, n'est-ce pas, de cette variété-là, de cette flexibilité-là, donc de possibilités infinies. Je trouve ça vraiment super chouette. Et puis, j'aimerais vous entendre maintenant, fort de vos expériences. Je sais que vous avez probablement préparé des éléments de réponse pour cette grande question-là aussi. Comme Maud l'a dit tout à l'heure, c'est des grandes questions. Celle-là, à mon avis, c'est une très grande question. Alors, sans plus tarder, quel est le meilleur ou le pire conseil ou le conseil que vous n'avez pas suivi au cours de votre carrière? Donc, on va prendre un moment de réflexion pour répondre à cela, n'est-ce pas? Alors, j'ai peut-être le goût de relancer ça à l'inverse, donc de commencer avec vous, Aretha, cette fois-ci. Alors, quel a été, selon vous, votre meilleur conseil que vous avez reçu ou le pire? Ou celui que vous auriez suivi, vous auriez souhaité suivre ou ne pas suivre? OK, bonne question. Alors, pour moi, je vais choisir pire et que je n'ai pas suivi. Le pire conseil que je n'ai assurément pas suivi, c'est que l'employeur est responsable de mon apprentissage et de mon perfectionnement. C'est en partie vrai. Chaque année, les employés et leurs gestionnaires établissent ensemble un plan d'apprentissage et de perfectionnement au moyen de processus de gestion de rendement. Mais le contenu de ces plans devrait émaner de l'employé, du moins en partie. Chaque année, les employés devraient déterminer ce qu'ils veulent et prendre le temps de faire des recherches sur les cours ou les opportunités qui s'offrent à eux afin de trouver des options d'apprentissage qui répondent à leurs besoins particuliers. Ces options comprennent, entre autres, les possibilités d'apprendre
et de se former de manière officielle auprès des organisations comme l'École de la fonction publique du Canada, d'apprendre une autre langue officielle, de se faire rembourser leurs frais de scolarité, d'être encadrés et accompagnés, d'observer des collègues ou même encore de participer à des projets. Alors vraiment, c'est d'avoir de la confiance en soi pour faire les décisions qui vont vous soutenir pour votre carrière. Merci, Aretha, pour ces sages conseils. Donc, avoir de la confiance en soi, on retient aussi ça. Maude, de votre côté, quel a été le meilleur ou le pire conseil? J'ai trouvé cette question-là difficile, peut-être parce que je suis encore en début de carrière de mon côté. Je suis sûre qu'André va avoir plein de choses intéressantes à répondre. De mon côté, la chose que je trouve qui sont pas les meilleurs conseils, en fait, c'est les formules toutes faites. Comme par exemple, il faut pas rester plus de 2 ans à un même endroit ou dans un même poste, ou il faut planifier les 2 prochains mouvements de carrière qu'on a. Et donc, ça, je trouve que c'est des pièges un petit peu dangereux. Je pense que chaque parcours de carrière est différent. Je pense qu'à chacun, il y a des choses qui nous conviennent, d'autres qui ne nous conviennent pas. Par exemple, j'ai des amis qui étaient dans un milieu opérationnel. Leur priorité, c'était leur famille, les enfants. Ils adoraient avoir une charge de travail qui était la même, savoir à quoi s'attendre. Donc, leur dire, ah, ben tu ne devrais pas rester plus de 2 ans là, c'est peut-être pas le meilleur conseil pour ces personnes-là quand ce n'est pas nécessairement le développement de carrière qui les intéresse à court terme. Et donc, c'est plus une mise en garde que je fais. Essayer le one fits all, là, quelque chose un conseil qui fonctionne pour tout le monde, c'est peut-être pas les meilleurs conseils pour vous. Puis, je pense que le meilleur conseil, c'est de suivre votre instinct puis de vous écouter. Parce qu'il n'y a personne qui vous connaît mieux que vous-même. Donc, voici ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Maud. Alors, on suit notre instinct puis de se souvenir qu'il n'y a pas nécessairement une boîte qui est la même pour tous. Donc, on va aller à la pièce chercher ce dont on a besoin en fonction de nos réalités. Merci, Maud. André, de votre côté, je suis certaine que vous avez plein de choses à rajouter en lien avec Maud et Aretha font des très bons points. Moi, une couple de choses. J'ai fait plusieurs comités de sélection au cours de ma carrière où j'avais évalué des gens pour des postes de directeur général, ou de gestionnaire. Puis, une des choses que je remarque, c'est que les gens, souvent, quand ils arrivent dans les processus de sélection, ont de la difficulté à identifier les 2, 3 réalisations qu'ils ont pu avoir pour chacun des postes qu'ils ont pu occuper. Hein? Alors, quand tu occupes un poste, puis tu es capable de dire, j'ai été responsable de ci, j'ai été responsable, j'ai géré ce projet-là, c'est moi qui en étais, tu sais, s'assurer que ça se passe de A à Z. Tu as développé au travers de ça encore là des compétences. Et ça, c'est ce qui est intéressant pour un autre employeur. Il va savoir qu'est-ce que tu amènes, qu'est-ce que tu as eu comme expertise, comme expérience et compétences que tu as développées. Alors, quand tu es dans un poste, va te chercher 2 à 3 réalisations qui t'appartiennent. Je pense que ça, c'est un bel objectif qu'on peut se donner pour chacun des boulots qu'on pourrait avoir avec le temps. Deuxième conseil que je donnerais, puis ça, c'est François Guimond, qui est un ancien sous-ministre qui avait mentionné ça. Ça m'avait frappé. C'est une conférence pour les EX du ministère. Puis, c'est bien simple. C'est plus tu as de temps, plus tu as d'options. Alors, tu sais, on te donne un projet sur lequel travailler, puis on dit, on va avoir ça dans 3 mois, dans 4 mois, dans 6 mois, peu importe. Tu sais, attaque-le dès le départ. Parce que là, tu rentres dans une panoplie de possibilités et d'options qui vont se présenter, qui vont amener ultimement à différentes résolutions. Mais si tu attends trop, si tu attends après 3 mois, tu vas avoir déjà moins d'options. Tu attends 1 mois, il ne reste plus beaucoup d'options, puis tu es pris de quelque chose qui n'est pas nécessairement souhaitable pour l'organisation. Alors, soyons proactifs et utilisons une approche de gestion de projet avec des échéanciers, un peu comme on fait à l'école, à l'université, quand on a des travaux à faire, il faut s'organiser. Puis on n'attend pas le soir avant pour commencer à étudier pour l'examen final. Hein? Il ne reste plus beaucoup de temps et beaucoup d'options. Les chances de succès sont un petit peu moins grandes. Alors, plus on a de temps, plus on a d'options. Puis par rapport au poste, 2 à 3 réalisations pour chacun des postes que vous allez occuper. Merci, André. Donc, on retient les composants de temps, d'options puis de réalisation. Ce sont nos mots-clés pour cette question. Excellent. Merci beaucoup. J'en ai une troisième pour vous, chers panélistes, et puis celle-là aussi. Finalement, ce sont toutes des bonnes questions. À chaque fois que j'en pose une, je me dis, celle-là est bien bonne. Puis là, oui, celle-ci, elle est en plusieurs temps. Donc, je vais me fier à mes notes pour m'assurer de vous poser les bons éléments ici.
Alors, ce qu'on aimerait savoir, Maude, Aretha et André, à ce moment-ci, c'est qu'est-ce qui vous a aidé à en arriver là où vous êtes en ce moment, c'est-à-dire dans le cadre de votre carrière ou dans votre cas, André, ce qui vous a mené justement jusqu'à votre retraite. Qu'est-ce qui a été influent pour vous? Qu'est-ce qui a été efficace? Peut-être préoccupant, peut-être que c'est le cas. Et puis, quel conseil est-ce que vous donneriez à ceux et celles qui souhaitent s'engager dans une direction similaire à la vôtre? Donc, finalement, c'est une très grande question. Hein? Puis là, j'en ajoute juste une en bonus. C'est la recette de votre succès. Ça fait que là, je pense qu'on va être ici jusqu'à ce soir, mais ça va être parfait. On a hâte de vous entendre. Donc, je vais peut-être procéder de la même façon, André, puisque vous avez terminé la précédente question. Je vais vous inviter à répondre à celle-ci au pluriel. OK. 2 choses encore une fois. Trouvez-vous un mentor, trouvez-vous un coach, trouvez-vous quelqu'un qui va vous guider un petit peu dans l'appareil fédéral, parce que c'est un peu complexe, puis il y a beaucoup de facettes à ça. L'autre chose, c'est surtout soyez curieux. Soyez curieux. Puis j'ai pris quelques notes que je vais vous lire là, rapidement. Apprenez, c'est quoi une agence centrale? C'est quoi le conseil privé? Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi le conseil du Trésor? C'est quoi une soumission du conseil du Trésor? C'est quoi la commission de la fonction publique? Ils font quoi? C'est quoi la loi sur l'emploi dans la fonction publique? Hein? C'est quoi l'incidence que ça a sur votre carrière? Le Parlement, vous allez sûrement, dans votre carrière, avoir à préparer des notes pour la période de questions ou des discours, ou peut-être que vous allez être appelé comme témoin devant un comité parlementaire, mais ça fonctionne comment? Qu'est-ce que le Sénat fait? Qu'est-ce que la Chambre des communes fait? C'est quoi l'incidence que ça a sur votre ministère? Vérificateur général. Pourquoi le vérificateur général sort des rapports régulièrement? Et qu'est-ce qu'il y a dans ces rapports-là? C'est des bijoux, c'est de l'or, ça, pour comprendre comment jouer son rôle, comment exercer ses imputabilités. Commissaire à l'intégrité de la fonction publique, il sort des rapports sur des pratiques de gestion qui ne sont pas acceptables dans la fonction publique. Je vous invite à lire ça. Ça va vous aider à savoir comment vous comporter, puis qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis quand levez la main pour dire qu'il y a des choses que vous ne voulez pas voir dans ce milieu de travail-là. La Commission des relations de travail et de la dotation de la fonction publique, ça s'interprète comme une convention collective. Hein? Ça, c'est des décisions, encore une fois, qui vont vous informer sur comment ça marche la relation employé-employeur, ce contrat-là qu'on a entre les deux, comment il s'applique et c'est son interprétation. Vous ne tannerez pas de lire les décisions. De la même façon que je parle d'une convention collective, c'est quoi une convention collective? Si vous devenez gestionnaire, très important de savoir avec quoi vous allez travailler. Ce n'est pas toujours noir et blanc. Vous allez jouer dans le gris. Ça revient un petit peu à ce que je disais tantôt, de se trouver un coach ou un mentor qui va vous aider à faire cette interprétation-là. Essentiellement, ce que vous voulez, c'est avoir des points de repère pour être capable de naviguer. Une fois que vous connaissez cette structure-là, cette machine-là, prochaine étape, ça vient aussi, c'est les réseautages et comment rentrer dans ces réseaux-là. Ça, je l'aborderai un petit peu plus tard. Vous nous mettez l'eau à la bouche, André, juste pour votre prochaine intervention. C'est excellent, j'aime ça. Donc, on retient le mentorat, on retient la soif de la curiosité, de s'assurer justement de bien connaître notre environnement, comme vous dites, les rapports, les lois, les conventions. Donc, finalement, de bien s'éduquer puis de se sensibiliser à tout ça pour bien connaître le milieu de travail. Excellent. Ce sont d'excellents trucs. Merci, André. Je souhaite maintenant profiter de l'occasion pour inviter Aretha à répondre aux mêmes questions. OK. Alors, moi, je dirais aussi certainement avoir des mentors. Je suis entourée de leaders, de mentors et de parrains incroyables. Je travaille avec des leaders et des collègues en qui j'ai confiance et sur qui je peux compter et qui me font des retours constructifs et de qualité. Très important. Ces relations ne m'ont pas été offertes sur un plateau. Elles ont été nouées au fil du temps et je continue de les cultiver et de les apprécier. Aussi, c'est la flexibilité, d'être flexible dans mon approche. Toutes les opportunités professionnelles ne sont pas prestigieuses ni ne correspondent exactement à ce que je veux, mais peut-être qu'en fin de compte, elles m'apportent ce dont j'ai besoin. Alors, ces différences entre vouloir et veut et besoin, chaque fois qu'on m'a confié une tâche, un portefeuille ou un projet, j'ai accepté avec gratitude et j'ai trouvé une manière de retirer quelque chose de cette expérience. N'oubliez pas, nous apprenons autant des expériences positives que des expériences négatives. Et finalement, et peut-être plus important, mes valeurs et mon éthique. Je montre par l'exemple, je traite les autres comme j'aimerais être traitée et je fais preuve de respect et d'empathie en tout temps.
Je suis courtoise au travail et j'attends de mon équipe de gestion et de mes employés qu'ils fassent de même. Très simple, je crois au principe de base de la politesse. Dire bonjour, allô, de rien et merci. Merci, Aretha. C'est un très beau partage. C'est vrai que c'est important, hein, toutes ces valeurs-là à la base de tout. Puis j'avais hâte de vous entendre justement sur la question de mentorat parce que j'avais lu votre biographie au préalable. Alors je me suis dit, je savais qu'elle allait le plugger si on veut. Merci infiniment. Maud, je vous invite à répondre également, comme vos collègues, à ces questions existentielles. Oui, merci. Donc, moi, ce qui fait que j'en suis arrivée où j'en suis à ce moment-ci dans ma carrière, c'est vraiment le soutien de mes pairs, de mes collègues, de mes supérieurs. Ça m'a permis de me développer, mais ça m'a permis aussi d'apprendre beaucoup, d'être à l'écoute de ces personnes-là. M'a permis d'apprendre beaucoup. Mon réseau, puis la capacité à mobiliser les gens qui m'entourent est certainement quelque chose de très important quand on veut progresser dans sa carrière et non pas seulement progresser en termes de grimper les échelons, mais aussi progresser en termes de avancer, changer d'emploi, avoir un contrat, un premier contrat, parce que moi, j'ai commencé comme occasionnel au gouvernement. Donc, obtenir un premier contrat, il fallait savoir comment appliquer pour avoir un emploi, puis après ça, obtenir sa permanence, etc. Donc, les réseaux, les gens qui vous entourent sont vraiment une ressource extrêmement importante et extrêmement intéressante. Et il faut être capable de créer ce réseau-là, mais aussi de reconnaître toute l'importance des gens. On n'est pas des joueurs individuels, on est des joueurs d'équipe, puis les équipes, c'est important. L'autre chose qui m'a beaucoup aidée, c'est mon esprit fonceur, être un peu effronté, mais dans le bon sens. Donc, de ne pas hésiter à aller vers les gens. Moi, je ne me soucie pas beaucoup des niveaux, donc j'ai eu assez rapidement la chance de rencontrer le président de mon organisation, de rencontrer des vice-présidents. Et je pense que le fait que je sois, je dis effrontée, là, mais de façon très polie et respectueuse, mais assez fonceur là-dedans, ça m'a beaucoup aidé. J'ai été capable vite d'aller mobiliser les bons joueurs dans les projets que je voulais amener. Et puis, ça, je pense que vraiment, ça a été un avantage là, incommensurable. Et puis, je pense qu'au fond, tu sais, ce qui fait en sorte que les gens ont envie de me suivre quand je lance des projets ou ce genre de choses-là, c'est le feu qui m'habite, le dynamisme, ma volonté de rendre les choses meilleures, de mieux servir les Canadiens, parce qu'au final, on est tous là pour ça. On est là pour servir les Canadiens puis le faire le mieux possible, que ce soit en développant des activités d'apprentissage pour que les fonctionnaires soient meilleurs ou que ce soit en faisant toutes sortes d'autres choses. On est là pour mieux servir les Canadiens et je pense que cette volonté-là de faire les choses de la meilleure façon qu'on puisse le faire puis d'apporter cet esprit de changement positif-là est certainement quelque chose là, qui m'a aidé à être où j'en suis. Puis vite, pour les jeunes professionnels, là, il y a deux choses que j'ai vite compris en début de carrière. Le bilinguisme, j'ai travaillé beaucoup sur mon anglais pour réussir à atteindre le niveau C. C'est super important si vous voulez gravir les échelons. Le bilinguisme, c'est essentiel, que vous soyez francophone ou anglophone d'ailleurs. Et puis l'autre chose, développer vos compétences. Des connaissances, ça s'apprend à faire un nouveau travail. Mais surtout, si vous êtes tôt en carrière, investissez dans le développement de vos compétences. Moi, je fais du coaching, même si je suis assez jeune en carrière parce que je veux développer ma boîte à outils. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous servir tout au long de votre carrière. Merci infiniment, Maud. On sent d'ailleurs cette passion-là dans votre voix lorsque vous vous exprimez. Puis je pense que vous êtes une excellente ambassadrice et championne justement de tout ce qui est mobilisation et réseautage. Puis exactement, donc je retiens de votre intervention, c'est d'être fonceur, puis de ne pas nécessairement associer un titre ou un poste, peu importe. Donc, peu importe où on est au niveau de la hiérarchie de notre organisation, de ne pas avoir peur justement de faire ce réseautage-là et de s'associer avec des gens. Merci beaucoup, Maud. C'est super intéressant. Donc, je vois aussi parallèlement dans ma boîte de discussion, donc c'est un peu, c'est virtuel, c'est vraiment ça, hein? C'est de concilier tout ça en même temps. Donc, tout ça pour dire merci aux gens qui ont de nombreuses questions. C'est super intéressant. Sachez qu'on va y revenir dans une petite seconde. En fait, on va laisser la chance aux panélistes de s'exprimer sur les questions qu'on avait déjà prédéterminées. Mais vous êtes aussi les bienvenus à poser vos questions. Je vois qu'il y en a déjà qui commencent à entrer dans la boîte de Q&R, comme Josh a mentionné, donc vos questions-réponses. Et puis, vous pouvez également le faire dans la boîte de discussion, mais c'est qu'on
va pouvoir faire la part des deux. Je vois aussi qu'il y a des gens qui demandent les coordonnées des panélistes. Donc, il y a toute une équipe derrière, super dynamique en passant derrière tout ce que vous voyez à l'arrière-plan pour le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, des gens dynamiques, engagés, qui sont en train de répondre à chacune de vos interventions. Donc, merci infiniment pour ça. Sans plus tarder, j'aimerais aussi maintenant vous entendre. Je vais donner la parole à André cette fois-ci pour vous entendre sur la question suivante. Et je suis très curieuse d'entendre chacune de vos réponses, les panélistes. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre carrière, dans votre cheminement de carrière jusqu'à présent, ou peu importe où vous en êtes rendu, que vous auriez aimé faire différemment? Puis si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi aussi? OK. Alors, je vais être fidèle à ce que j'ai fait depuis le début. Je vais donner 2 réponses. La première, c'est assurez-vous quand vous avez la chance de bien choisir la personne pour qui vous allez travailler. Très important. Le niveau, c'est une chose, mais la personne pour qui vous allez travailler, c'est cette personne-là qui va avoir un impact important sur votre carrière. C'est cette personne-là qui va vous aider à vous développer. C'est cette personne-là qui va vous outiller pour la suite des choses. Cette personne-là qui va vous donner de la rétroaction. Cette personne-là qui va être capable, j'espère, de créer un lien de confiance avec vous quand la situation va bien, c'est bon. Quand vous allez éprouver des enjeux, des difficultés, cette personne-là va être capable de vous écouter. Vous allez avoir une relation qui va faire en sorte que vous allez être capable de passer au travers des périodes qui peuvent parfois être plus difficiles. Moi, j'appelle ça de la turbulence. Alors, ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, personnellement, je n'ai pas de regrets sur la fonction publique sur mes années. Mais il y a une chose que j'aurais peut-être pu faire davantage. Puis, tu sais, je blâmais toujours ça, le fait que j'étais trop occupé. Avec recul, je pense que j'aurais dû faire des meilleurs choix. À chaque année, on a la chance d'avoir une espèce de budget de formation. Puis cette formation-là peut t'aider clairement à parfaire tes compétences. Puis ça peut prendre tellement de formes. Puis ça, il y a des années où je ne l'ai pas fait. Puis je le regrette parce que ça aurait été encore plus d'outils dans mon fameux coffre à outils. Puis je me suis repris en partie en étant autodidacte, mais l'employeur était là pour me supporter pour le faire. Mais non, j'étais trop occupé. Alors, tu sais, des fois, il faut faire attention à trop occupé, il faut faire ses choix. Donc, il faut s'occuper de soi-même aussi. Hein? Ça, c'est important là, parce qu'avant tout, si tu fonctionnes bien, si tu es bien, la balance va suivre. Si tu ne vas pas bien, bien, il va y avoir des enjeux qui suivront par la suite. Alors, voilà. Je trouve ça très intéressant, André, merci. Donc, on retient de bien choisir la personne avec qui on va travailler, celle qui va nous encadrer, mais je suis d'accord avec vous au niveau du plan d'apprentissage, c'est-à-dire toutes les occasions au niveau du perfectionnement professionnel. Donc, je vois que les panélistes prennent de bonnes notes et sont aussi d'accord avec vous à ce que je peux voir d'après leurs interventions. Maude, face à vous pour répondre à cette c'est toutes des bonnes questions en passant. Pour moi, je pense qu'il n'y a rien que je ferais différemment parce que pour moi, si je me trompe, je vois vraiment ça comme des occasions d'apprentissage. Puis je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Tu sais, il y a eu beaucoup le buzzword de l'échec, fail dans les dernières années. Puis je n'irais pas jusqu'à là parce que je pense que c'est pas tant l'échec qui est important que l'apprentissage qu'on en retire. Mais je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête. S'il y a quelque chose qu'on fait qui n'est pas... qui ne nous correspond pas, il y a toujours moyen de changer de chemin, il y a toujours moyen d'aller ailleurs. Mais surtout, ce qui est important, c'est d'avoir un apprentissage de ça et puis de se servir de cet apprentissage-là. Donc, il n'y a rien que je ferais différemment parce que j'ai appris plein de choses à travers ça. Puis, je suis vraiment heureuse des apprentissages que j'ai retirés. Comme dirait Bob Ross, c'est des happy accidents. On retient les happy accidents de Maud. On aime ça. Alors, on tire des leçons, des apprentissages, peu importe la situation qui se présente. Excellent. C'est à votre tour, Aretha, maintenant. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre carrière, dans votre cheminement que vous auriez souhaité faire différemment? Oui, j'ai plusieurs affaires. OK. Certainement, j'aurais posé plus de questions au début de ma carrière pour en apprendre davantage sur l'organisation et ses systèmes. Pour moi, quand je rencontre des étudiants maintenant, je dis, connaissez-vous le gouvernement, notre ministère, poser des questions. Pour moi, c'est très important. Je me serais mieux informée et j'aurais pris le temps d'apprendre tout ce que les ministères et le gouvernement du Canada ont à offrir. J'aurais aussi appris à m'affirmer et à exprimer mes opinions. C'est facile d'être d'accord avec les autres et de faire ce que les gens vous disent ou veulent que vous fassiez,
mais c'est aussi important d'avoir des idées, des opinions, certainement émises de manière respectueuse, bien entendu. Mais j'ai été paralysée pendant des années par la peur d'avoir tort, de ne pas faire les choses correctement ou de dire quelque chose qui ne correspondait pas aux idées des autres. C'est justement la diversité des idées, des opinions et des approches qui fait de la fonction publique fédérale un environnement de travail riche et exaltant. Aussi, je crois qu'André l'avait dit, poser des questions, soyez curieux. Pour moi, très important comme étant femme et maman, trouver un équilibre entre le travail et la vie personnelle est essentiel. J'ai eu plusieurs leaders et employés et plusieurs postes, mais je n'ai qu'une famille. Je suis remplaçable au travail, mais pas à la maison. Je suis la seule maman ici. Quand vous acceptez un poste, investissez-vous. Ne l'acceptez pas si vous comptez continuer à chercher d'autres opportunités. Bien sûr, il va autrement si un problème au travail ou une situation personnelle vous empêche de remplir une tâche ou de saisir une occasion. Essentiellement, qu'est-ce que je vous dis, c'est vous devez vous engager à être la meilleure version de vous-même dans le rôle que vous a été confié. Et finalement, être muté à un poste de niveau équivalent tient de la valeur. Votre prochaine opportunité professionnelle n'a pas besoin d'être une promotion. Excellent. Merci infiniment, Rita. Je trouve ça super pertinent ce que vous dites, puis aussi le fait que vos commentaires, ça rime bien avec ceux d'André et de Maud, parce que vous avez relaté certains éléments, dont s'informer, l'importance de bien connaître ce que les ministères ont à offrir. Puis parallèlement à ça, Maud qui disait tout à l'heure l'importance de bien s'affirmer, d'exprimer ses opinions. Donc, excellent. C'est tout positif. Alors, c'est ce qui conclut en ce moment la portion de questions, si vous voulez, qui ont déjà été acheminées au préalable et naturellement aux panélistes pour lesquels ils avaient préparé des éléments de réponse. Maintenant, je vois qu'il y a de très nombreuses questions à la fois dans la boîte de discussion et aussi dans la boîte de questions-réponses. Donc, si vous me permettez, chers panélistes, je vais ouvrir à l'instant la boîte de questions et il y en a d'excellentes en passant, chers participantes et participants. Donc, je vois que c'est toujours écrit spectateur anonyme. Donc, je suis désolée, je ne suis pas en mesure de répondre, d'identifier la personne, le prénom de la personne qui a posé la question, mais vous vous retrouverez là-dedans. Alors, ce que je vous propose, Maud, Arita et André à l'instant, c'est que je vais vous poser la question. Sentez-vous libre d'y répondre si vous le souhaitez, si vous avez des éléments d'information à ajouter. Sinon, on passera à la prochaine. Est-ce que ça vous convient? Oui, on voit les petits notes. C'est parfait, parfait. Donc, Jen, je vais vous poser l'une des questions qui se retrouve à l'écran. Comment est-ce qu'on peut naviguer dans les postes lorsqu'on n'a pas au préalable toute l'expérience pour répondre aux critères des offres qui nous intéressent sans quitter la fonction publique? Donc, c'est un premier élément de la question. C'est difficile de faire approuver des formations qui ne sont pas en lien avec notre poste actuel, mais plutôt en lien avec des intérêts de carrière futurs. Donc, est-ce que vous aurez des éléments d'information ou une réponse à donner à notre participante ou notre participant? Oui, je pense que je peux. Vas-y, André, puis je te suivrai. Non, vas-y, Maud, à toi. La première chose, puis je pense que dans la question, la personne semblait déjà le faire, mais s'il y a des postes qui vous intéressent, la première chose, c'est de voir c'est quoi les expériences que vous n'avez pas, puis comment vous pouvez les acquérir. Et donc, dans la question, j'ai l'impression que ça se reflétait un peu en disant, je ne peux pas prendre nécessairement de formation qui n'est pas en lien. Donc, la première chose, c'est que des fois, juste en ayant, vous pouvez faire par exemple des micro-missions ou vous pouvez faire des intérims, donc pas nécessairement un intérim en termes d'un poste plus haut, mais avoir un détachement ou quelque chose comme ça qui vous permet d'aller chercher cette expérience-là. Donc, ça, c'est une première chose que vous pouvez faire. L'autre chose, c'est que je ne suis pas tout à fait en accord avec le fait que vous ne pouvez pas toujours prendre une formation qui n'est pas en lien avec votre poste directement. Je pense que c'est toujours dans la façon dont on argumente pour qu'on veut cette formation-là. Et moi, je suis très bonne pour argumenter, vous aurez compris ça. Et donc, par exemple, si
vous allez chercher des compétences qui peuvent vous servir. Tu sais, le travail d'équipe, peu importe dans quel poste vous êtes, c'est important à développer. Donc, si vous faites une formation sur comment mieux travailler en équipe, comment mieux comprendre les autres, c'est certain que c'est utile à votre poste actuel aussi. Donc, je pense que c'est sûr que dans les opérations, des fois, c'est un petit peu plus compliqué, mais je pense qu'il y a toujours moyen de trouver des formations qui vont vous servir à vous développer puis aller vers le prochain poste qui vous intéresse, mais qui est aussi utile pour votre poste actuel. Donc, ça, c'est deux choses qui, je pense, sont importantes. Puis aussi, d'autres choses, c'est que moi, je m'implique beaucoup aussi à l'extérieur du travail. Donc, des fois, vous pouvez acquérir des compétences comme ça. Si vous faites, par exemple, du bénévolat, vous êtes sur un conseil d'administration, on vous demande de gérer des budgets. Si vous faites partie d'un conseil d'administration, bien, vous avez eu à gérer des budgets. Donc, il n'y a pas que les expériences qu'on développe au gouvernement qui sont pertinentes quand on applique. Et ce genre d'implications-là peuvent vous permettre aussi, si vous avez la possibilité de le faire, évidemment, là, d'aller chercher des petites compétences comme ça. Excellent. Merci, Maud, pour ces éléments de réponse. Je vais maintenant céder la parole à André. Je pense que vous aviez quelque chose à rajouter en lien avec ça également. Ah, c'est une jeune sage, cette Maud-là. Elle m'a volé les mots de la bouche pour le mot de Saint-Bonlieu. Alors, je vais juste rajouter tout simplement, il n'y a pas de mal non plus à lever la main quand il y a des projets qui nous intéressent pour y aller en affectation, pour y aller, on va utiliser le terme micro-mission. Ça peut être un projet avec Échange Canada. Il y a tellement de possibilités. Donc, il faut juste lever la main, exprimer un peu où on s'en va comme dans notre cheminement de carrière. Puis l'organisation a aussi cette obligation-là de veiller à ce que l'employé ait les moyens pour développer sa carrière. Alors, surtout quand l'ambition est là, puis l'intérêt y est, ayez cette conversation-là. Puis, si vous ne savez pas trop comment l'aborder, il existe des services au sein de chacun de vos ministères en gestion informelle des conflits, ou du service de carrière pour vous aider à vous préparer à avoir ces discussions-là. Donc, c'est peut-être un autre conseil. Utilisez les moyens, les services qui sont à votre disposition. Chaque ministère, chaque agence a ces services-là. Et même des ombudsmen. Alors, je fais un peu de promo là, pour mon dernier poste, qui était le poste d'ombudsman de santé mentale, Service public et approvisionnement Canada. Hein? Donc, cette carrière-là vous appartient et vous êtes capable de l'influencer. Et si vous ne faites rien, il n'y a rien qui arrive. Hein? On ne fait rien, zéro résultat. Tu fais quelque chose, tu provoques. Alors là, il y a des choses qui peuvent arriver. Excellent. Merci, André. Arita, est-ce que vous auriez souhaité ajouter, oui, des éléments d'information? Oui, certainement. Et c'est que quelque chose que j'ai dit avant, c'est que tout le monde, chaque année, doit avoir un plan de perfectionnement et de développement. Et même parce que moi, je travaille dans un environnement très opérationnel, certainement, il y a les formations opérationnelles, mais chacun d'entre vous, entre nous, nous sommes capables de dire que oui, en tant que personne qui est intéressée à faire ci et ça, quelque chose un peu différent, moi, j'aimerais prendre des cours peut-être qui ne sont pas liés aux opérations, mais qui sont pour moi même spécifiquement pour mon développement. Il y a tellement de cours dans la fonction publique en ligne, aussi des projets pilotes, des micro-missions, comme Maud l'avait dit. Alors, soyez curieux, demandez des questions, mais aussi prenez l'opportunité chaque année de vraiment formuler un plan d'apprentissage et de développement qui va soutenir vos besoins. Excellent. Merci, Rita. Si vous saviez, chers panélistes, la quantité innombrable de bonnes questions qu'on reçoit dans la boîte de discussion, et je vois le temps filer, donc je vais en profiter pour en poser une autre, mais je constate que dans la boîte de clavardage, il y a aussi des coordonnées qui ont été partagées, donc je suis certaine que les panélistes seront ouverts à répondre à vos questions par la suite sous échange plus informel, mais on va en prendre une autre à l'instant. Alors, quelles sont les compétences, à votre avis, les plus importantes à développer dès le début? Donc, dès le début d'une carrière, quelles sont les compétences les plus importantes à développer? Est-ce que Maud, André ou Arita, vous auriez une réponse? Oui, Arita, je vois votre main. Oui, certainement. Alors, nous avons les 4 compétences que tout le monde doit avoir démontrées chaque année dans nos plans de gestion de rendement. Mais moi, surtout, je vais dire le travail d'équipe, collaboration et avoir vraiment la capacité de travailler avec d'autres gens. Oui, c'est bon
de savoir comment travailler seul. Mais dans le gouvernement, la plupart du temps, nous sommes dans une équipe, nous avons un leader, un gestionnaire, et puis c'est très important de savoir comment bien s'entendre avec nos collègues au travail, de travailler en tant que membre d'une équipe, de savoir quand est-ce qu'on doit être leader ou membre de l'équipe aussi. Alors moi, je dis, c'est vraiment collaboration et travail d'équipe. Il y a tellement, mais pour moi, c'est quelque chose, comme Maud avait dit avant, que c'est une compétence qui peut être applicable n'importe où. Exactement, donc transférable, surtout dans un contexte virtuel, n'est-ce pas, où on est appelé à travailler en collaboration. Merci, Rita. Je vois André qui hoche de la tête, donc est-ce que vous aimeriez rajouter un complément d'information? Oui, ce serait un complément. La collaboration, ça c'est clair, clair, clair. Les relations interpersonnelles, ça c'est la clé, ça. Si tu n'as pas ça, tu vas trouver que les limites arrivent très vite. J'ajouterais, on ne le mesure pas de la même façon, mais l'empathie. L'empathie, ça c'est cette capacité d'être en communication avec l'autre, de savoir écouter, hein, je dis bien écouter ce que l'autre personne a à dire, être capable de faire preuve de jugement par rapport aux situations que les gens peuvent vivre, être capable d'être dans une relation de confiance avec les gens avec qui on va travailler. Tu sais, les petits boss des bécosses, là, laissez votre ego à la porte. On ne veut pas voir vos égos, votre ego dans le milieu de travail. Ce qu'on veut voir, c'est l'être humain, c'est la personne qui va faire en sorte que ça va être plaisant de travailler avec cette personne-là. Ça va être intéressant, ça va être intelligent, ça va être de l'apprentissage. Et au travers de tout ça, il va y avoir des belles choses qui vont arriver. Hein? C'est le genre de personnes-là que tu vas avoir autour de toi. C'est des gens qui vont aider aussi à nouer des meilleures relations dans une équipe de travail. Alors, empathie. Ça, c'est peut-être le mot que j'aimerais laisser avec cette intervention-là. Merci, André. Je trouve ça vraiment bien parce que Rita vient de parler de collaboration, puis là, vous parlez du côté humain, l'empathie. Donc, c'est vraiment, oui, ça s'imbrique l'un dans l'autre, n'est-ce pas? Maude? Bien, je pense que mes collègues ont très bien répondu. Comme j'ai dit tout à l'heure, le bilinguisme, c'est vraiment important. Investissez dans votre bilinguisme. C'est certain que ça va vous servir. Et oui, le savoir-être. Le savoir-être, le mieux vous le développez en début de carrière, le plus ça va vous servir. Donc, ce que mes collègues ont dit était absolument pertinent. Merci beaucoup, Maud. C'est formidable, la quantité de questions et de bonnes questions qui arrivent dans la boîte. Donc, Madame Alice Wine, merci pour votre excellente question. Vous êtes la prochaine à qui on va offrir un élément de réponse. Alors, selon vous, Maud, Rita et André, qu'est-ce que vous diriez était votre moment tournant, soit dans votre vie ou au travail? Donc, un moment tournant pour vous. Un moment de réflexion. Maud, je vois. Oui, OK. Allez-y, Rita. Non, allez-y. OK, merci. Pour moi, c'était vraiment être parent, devenir maman pour moi, parce que mes priorités ont vraiment changé. Je ne savais pas si je serais capable de vraiment gérer le travail, les enfants, la famille. Mais finalement, j'ai décidé que j'avais une priorité. Et puis, c'était ma famille. Et puis, lorsque j'ai établi ma famille comme étant ma priorité, j'ai réalisé que si j'avais quelque chose à faire avec mes enfants après l'école ou après le travail, c'était pour mes enfants. Le travail, j'avais le temps mis à côté pour le travail. Certainement, je respecte, j'aime mon travail tellement, c'est très important, c'est une partie de mon identité, mais plutôt, la partie de mon identité pour moi, c'est de vraiment savoir que mes priorités sont à la maison. Alors, lorsque j'ai établi, comme j'ai dit, ma famille comme étant ma priorité, j'étais beaucoup et mieux capable de gérer ce que j'avais au travail. C'était comme, j'étais pas vraiment en conflit. Si j'étais à la maison ou au travail, non, c'est maison. Après ça, c'est le travail. Et puis, pour moi, c'est quelque chose que je partage avec tout le monde. Alors, si j'accepte un poste, je dis,
oui, très intéressant, comme moi étant cadre. Oui, je suis ici pour travailler, je vais travailler fort, mais à la fin de la journée, si l'école m'appelle, si les enfants m'appellent, je dois partir. Alors, c'est vraiment juste d'établir mes priorités comme étant maman et parent. Merci pour ce beau partage, Aretha. Maud, est-ce que je vois que vous avez activé votre micro monte alors? Donc, pour moi, une des choses, c'est vraiment une question de chance. Puis je pense qu'on peut être le plus fin stratège dans notre carrière. La chance aura toujours à voir. Il y a des fenêtres d'opportunités qui vont s'ouvrir, d'autres pas. Donc, moi, j'avais postulé dans un répertoire du recrutement postsecondaire, qui est un des programmes très connus là, pour entrer à la fonction publique. Et puis, on m'a contacté pour savoir si j'étais intéressée à être considérée pour une compétition pour un poste d'évaluatrice de langue seconde à Gatineau, alors qu'à ce moment-là, j'habitais à Montréal. Premier réflexe, ça a été de voir c'est quoi le salaire. Je me suis dit, c'est un bonbon salarial. OK, je vais faire la compétition. Et totalement par hasard, j'ai réussi à passer à travers la compétition et j'ai réussi à obtenir le poste. Et donc, j'ai déménagé dans la région de la capitale nationale pour ce poste-là. Et on dirait qu'à partir de ce moment-là, l'univers des possibilités s'est ouvert pour moi. Donc, c'est pas tant le poste que le fait qu'on m'ait contacté pour savoir si je voulais être considérée pour une compétition qui était, mais pas du tout sur mon radar. Donc, moi, j'avais une vision en tunnel. J'étais à Montréal. Je voyais que le poste qui m'intéressait à Montréal, dans mon ministère, c'était celui-là. Donc, j'allais viser à avoir ce poste-là. Et finalement, là, l'univers des possibilités s'est ouvert. J'ai déménagé dans la région de la capitale nationale. Vous n'avez pas besoin d'être dans la région de la capitale nationale pour avoir accès à des postes intéressants. Il y a plein de façons. Et spécifiquement après la COVID, là, vous allez pouvoir faire ça à distance, je suis certaine. Et c'est là que le réseau embarque. J'ai vu une question qu'il y avait par rapport à ça, puis la dotation mérite. Là, c'est là que le réseau embarque parce que vous allez peut-être pouvoir faire des postes à distance. Donc, vous n'avez pas besoin d'être dans la région de la capitale nationale. Pour moi, c'est l'espèce de blocage mental que je m'étais moi-même créé en étant à Montréal, de me dire, OK, cette vision de tunnel-là. Et là, j'arrive. Tous les ministères sont là, tous les postes, toutes les opportunités. Et j'ai vu à quel point il y avait beaucoup de possibilités. Et donc, c'est quelque chose qui n'était pas du tout sur mon radar, qui n'était pas du tout dans mes aspirations de carrière, qui m'a permis d'ouvrir ces œillères-là. Et ça a été vraiment ça le tournant dans ma carrière et qui a fait en sorte que depuis que je suis arrivée là, dans la région de la capitale nationale, je me suis beaucoup développée, j'ai beaucoup accru mon réseau. Puis encore une fois, ce n'est pas une question de où je me situe, c'est une question de comment moi, je perçois les choses et comment moi, j'ai commencé à percevoir les possibilités à ce moment-là. Donc, mot d'encouragement pour les régions, là, vous n'avez pas besoin de venir ici. Merci, Maud, merci. Est-ce que, Rita, vous aimeriez rajouter quelque chose en lien avec cette question? Ça vous va pour l'instant. Excellent. Donc, et je vois que les questions continuent à avancer. Est-ce que je peux ajouter quelque chose bien sûr, tout à fait. Moi, il y a un moment, ma carrière, si vous regardez la bio, ça a été beaucoup des communications, des relations de travail. C'était des jobs assez prenants. Je suis ministre adjoint aux ressources humaines. Et il est venu à un point dans cette carrière-là, puis ça, c'est dangereux. Je dis bien le mot, je le mesure, mais quand tu deviens trop, ton identité devient ton poste, devient ta fonction. Là, tu perds un petit peu le sens d'équilibre que tu as besoin d'avoir dans la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu passes moins de temps avec ta famille, tu passes moins de temps avec tes amis, tu n'as plus le goût de socialiser de la même façon. Tu délaisses le sport, tu concentres de plus en plus tes énergies, ton temps à ton travail. Et l'effet pervers de ça, c'est que non seulement tu t'éloignes des choses qui sont importantes pour toi, mais tu n'as plus la même capacité de recharger tes batteries que tu as besoin d'avoir pour être capable de faire ton travail. Alors, tout ça, c'est du dosage. Tu peux t'investir à plein de ton travail, mais il faut que tu prennes du temps pour t'occuper de toi. Puis faire des choses que tu aimes, des choses qui te font du bien, des choses qui font en sorte que tu vas toujours avoir de l'énergie, toujours avoir, tu sais, ce qu'il faut. Ta batterie va être bien chargée pour être capable de faire de l'autre côté. De la même façon, quand tu es avec tes proches, ta famille, tes enfants, tes amis, tu es là. Tu n'es pas à moitié là, tu es là. Et tu es capable de bien profiter de la vie parce qu'on l'a dit tantôt. Demain matin, je gagne à 6,49, il y a quelqu'un d'autre qui va aller dans le poste. Hein? Alors, oui, c'est important, oui, je fais une bonne job, mais il n'y a pas juste moi, il y a d'autres personnes. Là. Alors, gardez ça en tête. Hein. Puis quand vous trouvez que vous êtes trop sollicité, posez-vous la question si vous êtes trop sollicité, puis s'il n'y a pas matière à prendre un petit peu de recul. Ça, c'est le genre de discussion aussi qu'ils peuvent avoir avec les gestionnaires,
les patrons et les patronnes. Excellent. Merci André pour ces sages conseils. Puis aussi, je pense que ça fait exactement le lien avec ce que Rita mentionnait. Elle a choisi son identité, elle a choisi ses priorités de vie, de famille. Puis vous vous dites attention au niveau de la conciliation vie-travail. Donc, on voit vraiment que vous avez tous des éléments communs au niveau de vos pensées, de vos expériences de travail. J'aimerais maintenant retourner dans la boîte de clavardage dans laquelle on voit plusieurs bonnes questions qui sont encore entrées. Tiens, je vais prendre celle-ci au hasard comme ça. Il y a un spectateur anonyme, c'est ce qu'on voit à l'écran, qui nous demande comment avez-vous géré, si vous avez eu l'occasion de le faire, comment avez-vous géré des situations difficiles avec des gestionnaires? Je vais vous laisser un moment pour y réfléchir. Si c'est quelque chose qui vous est arrivé dans le cadre de... André, je vois que vous avez déjà peut-être un élément de réponse. Je pense que c'est comme toute chose. Par moment, la demande peut être plus grande, puis un petit peu plus de stress, etc. Puis, je pense qu'il faut juste être capable de s'ouvrir à avoir des discussions avec nos gestionnaires. Puis si ça apporte la résolution que tu souhaites, tant mieux. Ça veut dire que tu es au bon endroit. Si ça ne marche juste pas avec les gestionnaires, puis tu sens que l'ascenseur ne revient pas, pose-toi des questions si c'est vraiment là que tu veux être. Puis, avant d'avoir cette discussion ultime-là, encore une fois, utilisez les services qui sont à votre disposition, les bureaux d'ombudsman, les services de gestion informelle des conflits, les programmes d'aide aux employés, les centres de carrière, les programmes de gestion des validités. C'est tous des services qui sont là pour supporter les employés, dont se préparer à avoir une conversation difficile. Hein? Donc, c'est un contrat. Tu es employé, on s'attend à ce que tu vas faire X, Y, Z. On va te donner des outils, de la formation, un plan, on va te donner de la rétroaction. Ça, ça fait partie. Mais ton gestionnaire doit aussi être là pour toi. Autant que toi, tu es là pour l'organisation, le gestionnaire aussi. Et si ça ne se matérialise pas, ce contrat-là, il y a moyen d'avoir la discussion avant de prendre la poudre d'escampette et s'en aller ailleurs. Là. Merci André. Donc, on s'attend un peu à ce retour d'ascenseur finalement là, lors des discussions. Excellent. Arita, Maud, est-ce que vous aimeriez rajouter un élément? Oui, Arita, je vois votre tête hocher. Oui. Oui, certainement. Puis aussi, je vais essayer de m'exprimer en français certainement, mais il y a des mots que je vais vouloir dire en anglais, mais pour moi, c'est timely. Alors, si quelque chose arrive, c'est très important, oui, certainement d'y réfléchir, mais aussi de donner le feedback ou d'avoir une conversation certainement respectueuse, mais très timely. Alors, si quelque chose arrive, s'il y a des problèmes, lundi, le 1er décembre, et puis qu'on y pense, on réfléchit, on attend, finalement, c'est janvier, février, mars, et puis on aimerait avoir une conversation en mars, mais ça ne fonctionne pas. Alors, c'est très important d'être honnête et de prendre la chance d'avoir une conversation. Pour moi, qu'est-ce que j'aime faire, c'est que si des fois j'ai un courriel, je suis en train de formuler un courriel, quelqu'un m'a dit quelque chose et puis j'ai des opinions, j'écris le courriel et j'attends jusqu'à la journée prochaine avant d'éviter peut-être de dire quelque chose que je ne veux pas dire, mais certainement, je vais l'adresser cette journée. Alors encore, c'est vraiment juste de parler, de communiquer, d'être honnête, respectueuse, mais à temps. Oui, très important. Excellent. Donc, une question de timing, comme vous l'avez mentionné. Merci. Rapidement, Maud, est-ce que vous auriez un petit mot de la fin en lien avec cette question? Oui, je vais juste vous faire bénéficier de mon apprentissage récent avec une de mes coachs. Et puis, c'est de comprendre ce qui est important pour l'autre personne. Je ne sais pas c'est quoi la situation, etc., dans ce contexte-là. Mais si vous savez que votre gestionnaire est pour lui, c'est très important, les opérations, par exemple, essayez pas de formuler un message différent, mais essayez de formuler le message différemment pour aller toucher à ce qui, lui, le touche, à ce qui, lui, l'intéresse ou à ce qui, lui, vient l'interpeller. Puis comme ça, votre message va avoir beaucoup plus d'impact quand vous allez en parler. Puis ça va peut-être être moins difficile, être moins dans l'émotion. J'aime beaucoup ce que Arita a dit. Il ne faut pas être dans l'émotion. Donc, choisissez un bon moment. Essayez de comprendre ce qui est important pour la gestion. Puis des fois, essayez d'ouvrir aussi un peu vos yeux, de regarder le portrait global, le big picture, comme on dit. Parce que des fois, ça va changer un peu la façon dont vous percevez les choses. Puis souvent, c'est ça que les gestionnaires ont en tête. Donc, peut-être pour que la conversation se déroule mieux, du moins, c'est les petits conseils que j'aurais.
Merci infiniment, Maud. Merci à vous trois. Et voilà que je vois qu'il nous reste 60 secondes à cette session. Si j'avais su au début de ma carrière, oui, c'est ça. Hein? Alors, je profite de l'occasion, je saisis cette occasion pour vous remercier, chers panélistes, André, Aretha, Maud, vous avez été extraordinaires. Merci pour vos parcours, vos partages de parcours inspirants. Je pense que les participants ont fortement aussi apprécié vos interventions. Sachez, participants, participantes, que je vois que les gens du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux ont travaillé très fort à répondre à vos questions aussi dans la boîte de clavardage. Donc, il y a plusieurs coordonnées qui ont été partagées, LinkedIn, Twitter pour nos trois panélistes, donc vous pourrez poursuivre ces discussions-là par la suite. Vous avez été très inspirants. Merci infiniment. Je profite de l'occasion au nom du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux du Canada pour vous remercier à tous et à toutes d'avoir été présents ce matin. Et je vous invite surtout à continuer à parcourir la plateforme pour aller voir les autres sessions et visionner les autres web-diffusions qui seront tout aussi intéressantes au cours des prochains jours lors de cette belle programmation qui vous est offerte par le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Alors, merci infiniment et je vous souhaite de passer une belle semaine. Merci. Et merci à toi, Isa, et ton équipe. Ça fait plaisir. À bientôt. Merci. Bonne journée. Bonne journée tout le monde.